Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Draft & Pick, le podcast de la relève. On enchaîne, on perd pas de temps, le premier épisode est sorti il y a déjà très peu de temps. N'hésitez pas à aller le voir si vous voulez avoir quelques renseignements et notre avis à chaud ou à froid sur les rookies qui arrivent en NBA. Aujourd'hui, on va pas parler de rookies, on va pas parler de la NBA comme elle est actuellement, non, on va se faire un petit peu d'historique, on s'est ravivé quelques souvenirs, la draft des champions NBA, on va vous expliquer tout ça. Mais en tout cas, je suis très très content de faire cet épisode et évidemment, une draft, ça ne se fait pas sans Enzo. Enzo, comment ça va ? Moi, ça va super, en pleine forme. Comme je te disais en off, j'ai très très chaud. Actuellement, je suis accompagné d'une gourde totalement réfrigérée. Et je suis prêt à choisir des joueurs parmi les meilleurs qu'on ait vus les dernières années. Je pense que ça va être sans doute notre draft à long terme avec le plus haut niveau intrinsèque, je pense. Même si on a des idées de draft avec des très très grands joueurs dedans. Mais là, celle-ci a risque d'avoir un niveau très très élevé. C'est clair que là, la température et la chaleur vont de pair avec notre draft. On va parler coup de chaud, on va parler explosion statistique. On va directement rentrer dans le vif du sujet pour parler un peu de cette draft. La draft des champions NBA. Alors, rassurez-vous, pas la draft des champions NBA de toute l'histoire de la Grande Ligue, sinon on n'aurait pas fini et en termes de choix de joueurs et de niveau intrinsèque, on aurait explosé les compteurs. Mais on va se limiter à la draft des champions NBA de 2016, donc le titre des Cleveland Cavaliers, et les champions NBA 2025, le titre du Thunder. Donc, est-ce que Enzo, tu veux jouer au jeu de nous rappeler les champions NBA ? J'ai cité les Cavs en 2016. Est-ce que en 2016 et en 2018, tu peux nous rappeler qui a été champion ? Ouais, après les Cavs, on enchaîne avec 2 ans des Warriors, 2017, 2018, 2019, on a les Raptors, 2020, les Lakers de la bulle, 2021, les Bucks de Milwaukee, 2022, à nouveau les Warriors et le trio Clay, Green, Curry qui est toujours là, 2023, Jokic et les Denver Nuggets, 2024, les Boston Celtics, et cette année, c'est tout frais, c'est le Thunder d'OKC. Exactement, donc on a une liste de champions qui est très élargie, on a du très très gros joueurs, du très très haut niveau, on a sûrement eu une des meilleures décennies basketballistiques qui soit. Donc pour donner un petit peu les règles, évidemment la base de la draft c'est composer un 5 majeur. Vous l'avez vu dans le premier épisode, on compose notre 5 majeur. Ici, totalement différent, l'objectif c'est de prendre un joueur par équipe championne. Si un joueur est choisi dans une équipe, exemple, je vais prendre un joueur qu'on a moins de chances de prendre, Kyle Lowry, champion avec les Raptors en 2019. Si Kyle Lowry est pris, je ne peux pas prendre un autre joueur des Raptors, mais je pense pas qu'il y ait d'autres joueurs à prendre. Je pense que l'équipe il y avait pas un très gros joueur du côté des Raptors, mais voilà, donc un joueur par équipe championne, essentiellement basé sur les playoffs. On pourra reparler un petit peu de régulière dans le contexte, mais on se base essentiellement sur les performances des joueurs en play-off, ce qui les a essentiellement amenés au titre. Une petite contrainte concernant les vainqueurs, 2 MVP des finales maximum. Voilà, on ne va pas assembler des 5 non plus trop forts, et puis parfois ça limiterait aussi le choix pour celui d'en face, et c'est pas l'objectif, c'est de faire des 5 équilibrés qui évidemment nous permettront ensuite de nous affronter. Évidemment, on se base sur la cohérence des postes. Vous l'avez vu dans notre première draft, on n'est pas sur un assemblage de joueurs, on essaye de faire une équipe qui ressemble à quelque chose, un pivot en pivot, un meneur en meneur. C'est ce qu'on essaye de faire dans ce concept. Et enfin, c'est la petite contrainte qu'on se met en 6e homme. Vous l'avez vu avec le second tour qu'on s'est imposé pour la draft 2025. Et évidemment,
Une draft sans sixième homme et sans sixième homme un peu spécial, ce n'est pas une draft. Le sixième homme devra être issu de l'équipe qui a perdu les finales NBA. On va rejouer à ce petit jeu. En 2016, ce sont les Warriors qui ont perdu les finales NBA. En 2017, ce sont les Cavs qui ont perdu les finales NBA. En 2018, ce sont les Cavs aussi. En 2019, Enzo, est-ce que tu peux nous rappeler qui a perdu contre les Raptors ? Ce sont les seuls joueurs encore valides des Warriors qui ont perdu les finales. Après, en 2020, on avait le Heat. 2021, le Phoenix Suns. 2022, on avait les très jeunes Celtics. 2023, le Heat à nouveau. 2024, c'est les Dallas Mavericks. Et 2025, on avait les Pacers d'Indiana. Exactement. Donc parmi ces équipes perdantes en finale NBA, on va pouvoir prendre un joueur pour faire notre sixième homme, qui sera notre dynamiteur en sortie de banc. Alors, on l'avait fait pour la première draft. Ici, on est sur une draft chacun notre tour, pas de serpent, pas d'ordre en 1 puis en 2. On va vraiment rester sur une draft classique. Déjà, j'ai envie de commencer peut-être cet épisode par te dire félicitations Enzo pour cette victoire lors de la draft 2025. J'ai exposé les règles, j'attendais le meilleur pour la fin pour te féliciter pour cette victoire, mais félicitations, tu as gagné la draft de la draft 2025. Les sondages, les votants ont parlé. Je savais qu'avec mon Ryan Nembhard en meneur, j'allais pas faire long feu, mais en tout cas, bravo à toi et à ton équipe. Je vais essayer de me venger aujourd'hui. Ouais, c'est sûr qu'il n'y avait pas un suspense énorme. On va dire que la première draft était à sens unique, même si dans les votes, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi serré quand même. Je pense qu'en cumulant un peu toutes les manières de voter, donc on a un sondage qui est disponible sur notre compte Twitter de la Relève Basket 2-3 jours après la publication du podcast. Il y a aussi les commentaires YouTube, les commentaires sur Spotify, et je pense qu'on est à peu près sur du 60, 70, 30, et je m'attendais un peu plus. Donc voilà, je prends cette victoire, mais je reste absolument pas sur mes acquis. Je viens là pour en chercher une nouvelle. Et voilà, très hâte de remettre ce titre en jeu. Ah, évidemment, là, pour moi, ça a été un coup dur. Je m'attendais à ce que les hipsters de Twitter me suivent, mais finalement, pour la draft 2025, les votants ont choisi la sécurité. Bon, là, en termes de sécurité, je pense que on fait difficilement mieux en termes de niveau, et là je pense que ça va être aussi très serré parce que voilà, en termes de niveau intrinsèque, on est sur quelque chose de très très élevé. On l'a fait pour le premier épisode, on ne change pas une équipe qui gagne. Comment commencer une draft sans faire le jeu classique pour déterminer qui va choisir en premier? Je laisse pour cela la main à Enzo, qui est le gourou, celui qui tourne la roue pour nous dire autour de quelle équipe va se décider ce jeu. Je rappelle le jeu qui va définir le first pick. Une roue avec une équipe, une roue avec une année. On peut tomber sur les Warriors 2017 qui ont été champions. L'objectif, chacun notre tour, donner un joueur de cette équipe. Si l'un se trompe et que l'autre ensuite réussit à donner la bonne réponse, victoire pour celui qui a donné la bonne réponse. On se fait un main à main jusqu'à ce qu'on aille vers les two-way contracts ou la G-League. Objectif de l'année, j'y pensais en off mais je ne l'ai pas dit. Objectif de l'année, essayer de faire au moins pour une draft un roster complet, qu'on soit obligé de retourner la roue pour définir le premier choix. Ah, ça me semble très compliqué, j'aimerais beaucoup, mais après on va pas se mentir, vu le niveau que j'ai montré lors de la première draft, en plaçant un Denzel Valentine qui était hors période demandée, avant des Jimmy Butler, etc., je pense que ça risque d'être compliqué. Mais on garde espoir. Pourquoi pas pour aujourd'hui. L'étendue, l'amplitude des saisons choisies pour ce jeu, il va de 2011 à 2020. On a pris assez large et assez ancien. Donc ça ne favorise pas les rosters complets, on va dire, les perfects de notre part. Mais voilà, on va espérer une meilleure performance aujourd'hui. Et attention, j'appuie sur OK. Quelle équipe a été choisie? Attention. OK. Wow. Magnifique.
Oscar, je vais te demander exactement la même chose que lors du premier épisode, c'est-à-dire de me dire le nom d'une conférence. S'il s'agit de la bonne conférence, tu prendras la main pour parler en premier. S'il s'agit de la mauvaise conférence, c'est moi qui parlerai en premier. Je t'en Je sais prie. même plus ce que j'ai dit pour le premier épisode, mais là je vais dire la conférence Ouest. Je vais dire la conférence Ouest. Conférence Ouest. Ok, alors, ça tombe bien, puisque je pense que c'est possiblement la ville située la plus à l'est qu'on a de la... Ah, quoique. Non, je crois pas. Parce qu'on est tombé sur Miami. On est tombé sur Miami, et Miami pas de n'importe quelle année, puisqu'on est sur une équipe championne. On est sur... à moins que je dise non, c'est bon. 2012, on est sur Miami 2012. Donc une équipe qui a remporté les finales, 4-1 contre le Thunder en finale. Ok, Donc, oh là là. Là je compte entre guillemets sur nous pour faire une belle performance sur celle-ci. Parce que si... Attention. Attends. Écoute, Je- c'est des finales que j'ai absolument pas vues en direct, que j'ai évidemment suivi et que je connais un peu a posteriori. Mais voilà, je ne suis pas hyper confiant non plus. C'est à moi de commencer du coup. Mm. Bon, je commence dans la facilité, je commence avec LeBron James. LeBron James, je pense que c'est validé. Je vais enchaîner dans la facilité aussi. Je vais dire Dwayne Wade. Ok, donc on en a deux qui sont validés, et je vais continuer avec Monsieur Chris Bosh. Ça aussi, je pense que le Big Three des Heatles, ça, il n'y a pas trop de soucis. Je vais aussi continuer, je pense, dans la facilité. Peut-être moins dans la facilité, je vais dire Udonis Haslem. Oh, ça c'est pareil, ça me semble facile. Udonis Haslem, c'est validé. De mon côté, je vais continuer avec Monsieur Chris Andersen. Est-ce que Chris Andersen est dans cette équipe? C'est une très bonne question. Ah, il y était pas déjà? Oh non, c'est pas possible. Je sais pas s'il est pas aux Nuggets à ce moment-là. Dans mon esprit, il arrive un tout petit peu plus tard. Et il arrive en 2013? Ouais, j'ai un... Ah putain, non, il y est pas. Je J'ai perds à sentiment. nouveau cette draft. Formidable. Non, bah non, Chris Andersen n'y est pas. J'allais vérifier, non, du coup, en quelle année il y arrive? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 terrible. Ah, c'est une nouvelle défaite. Donc, il arrive... ouais, c'est ça. Donc, il arrive juste l'année d'après. Il arrive l'année d'après à Miami. Et donc, c'est Oscar qui va pouvoir prendre la main sur ces finales. Aïe, 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 Et aïe, non, aïe. parce qu'il faut que je réussisse à... Ah oui, c'est vrai. Il faut que tu valides, vu que c'est moi qui ai commencé. Faut que je valide. Bon, là aussi, je pense que je vais aller dans la facilité, puisque là, on a à peu près fait... Alors, je crois pas que Udonis Haslem est dans le 5 majeur, mais je vais dire Monsieur Mario Chalmers, le meneur titulaire, je crois, pour sécuriser Oui. cette victoire. C'est validé. Donc, Oscar qui va pouvoir prendre la main sur cette draft des champions. Tu as le champ libre devant toi. Ça va de Steph Curry, LeBron James, etc., etc. Eh ben... Je t'écoute. Quel va être ton choix numéro 1? Bon, pour mon premier choix numéro 1, je pense que j'ai pas envie de trop me torturer l'esprit non plus. Je vais choisir pour mon ailier fort LeBron James version 2016. Donc LeBron James des Cleveland Cavaliers. Je prends mon premier MVP des finales. Il m'en restera donc que un. Alors, j'hésitais encore au moment où on jouait, mais c'est compliqué de pas le placer. Voilà, MVP des finales. Il y a tout le storytelling autour de cette campagne de playoff. Je le fais de tête parce que j'ai pas forcément le parcours. J'ai le niveau du joueur, mais le parcours en tête, je crois qu'on fait un. On est sur Détroit, Atlanta et Toronto. Ok, Détroit, Atlanta, Toronto. J'avais carrément oublié qu'il passait Détroit. Pour moi, c'était peut-être une année avant ou une année après. Mais ouais, c'est très très difficile pour moi de pas mettre LeBron James.
très certainement la campagne de playoff. Alors je l'ai pas vu de mes yeux, mais quand on se renseigne, quand on connaît le niveau, le storytelling autour de LeBron James, le niveau est fou. Rien que pour les maillots, le maillot noir du Game 7, qui certes visuellement n'est pas forcément le plus beau, mais qui en termes de ce qu'il raconte, enfin de ce que raconte ce maillot, c'est tout un pan de l'histoire NBA. Ça conclut, tout un run de playoff qui vient conclure la saison 2015-2016, qui est pour beaucoup une des plus grandes saisons de l'histoire. Et rien que ça reste LeBron James, mais tout ce qu'il a pu accomplir dans franchement, tout ce qu'il a pu accomplir dans ses playoffs. Mais je pense que rien que pour le Game 5, je crois le Game 5, il doit en mettre je pense qu'il en met 41. Il doit en mettre 41 ça, dans le Game 5. C'est le match où les deux, Kyrie et LeBron vont tous les deux mettre 41 points. Exactement. Et, dans un match où forcément c'était un win or go home vu qu'ils étaient menés 3-1. Donc double 41 points. De la légende. Game 5, Game 6, il y a je pense qu'on est sans doute sur peut-être les finales parmi les plus légendaires individuellement. Parce qu'on parlait même avant les résultats du Game 7 de le donner quoi qu'il arrive à LeBron, même s'il perdait. Et je pense pas que ça soit arrivé à beaucoup de reprises dans l'histoire, ça. C'est clair. Puis même le Game 7, je crois que de souvenir, un joueur qui met un triple-double en finale à plus de 25 points, je crois qu'on est sur du joueur on est sur seulement 3 joueurs qui arrivent à faire ça. Puis même, les playoffs, en global, c'est quand même le début de la domination, de la réquisition de LeBron James sur la ville de Toronto. Voilà, là, j'ai les lignes de stats sous les yeux. Il n'y a pas une ligne de stats qui est en dessous, à part celle des premiers matchs, peut-être des finales, peut-être le Game 2 qui est un petit peu en dessous. Puis voilà, LeBron James 2016, pour les actions marquantes, évidemment, comment pas parler du contre envoyé sur Iguodala. Voilà, je pense que je vais pas m'éterniser dessus, mais voilà, je prends LeBron James dans ce poste 4, le meilleur joueur de tous les temps, pour son titre peut-être le plus marquant en termes de tout ce qu'il y a historiquement, le retour à Cleveland, la pression, le fait que c'est peut-être aussi là en termes de supporting cast, le meilleur supporting cast en niveau pur et dur que LeBron James a eu. À Cleveland en tout cas, parce que peut-être que... Cleveland, parce qu'après Miami... Miami, je pense que c'était au-dessus malgré tout, mais ouais. Et cette pression des résultats, puis tout ce qu'il y a autour, l'affaire avec Draymond Green, les déclarations de Klay Thompson, où LeBron James se motive un petit peu de ce côté confiant de Klay Thompson en conférence de presse, toute la célébration, les larmes, le côté on se lâche, toute la pression médiatique que LeBron James il a depuis le début de sa carrière, les choix risqués, les bagues à Miami, et là enfin dans son contexte, dans le contexte entre guillemets où il avait échoué par le passé, là il arrive à aller chercher cette bague. D'autant plus, je pense que s'il n'y a pas besoin de le rappeler, contre le 73-9, la plus grande équipe de régulière de l'histoire, les Warriors. Voilà. Je prends ce joueur-là. Mais en tout cas, LeBron James 2016, c'est confirmé. À toi de me dire qui est ton premier choix en deuxième position. J'espère que je t'ai pas pris le joueur que tu voulais. Je pense que si, malgré tout, j'avais des hésitations encore. J'avais pas de numéro 1 clair et net. Je me suis dit, je vais un petit peu improviser au cas où j'ai le premier choix. Mais c'est vrai que le LeBron James 2016, ça me semble être un cru qui sortirait en premier chez la plupart des gens. Donc je vais devoir me rabattre sur un autre choix, mais voilà, on est quand même sur des choix de roi, une possibilité assez vaste dans cette draft, pardon. Et mon choix est fait, et je vais choisir Nikola Jokic 2023. Donc comme toi, je choisis de lock un de mes 2 MVP des finales que j'ai le droit de sélectionner. Et je prends donc le Joker, le seul titre à l'heure actuelle du Joker. Et on est encore une fois aussi sur un petit peu l'avènement d'un très grand joueur qu'on attendait depuis un certain temps.
Lui qui avait déjà été MVP par le passé et qui là, ça y est, réussit à être champion en 2023, la seule année où il ne sera pas élu MVP, alors qu'il avait sans doute le niveau le plus élevé de sa carrière. Et non, on est sur un run de playoff absolument mythique, où on a vraiment un Jokic qui prend la couronne de meilleur joueur du monde. Et ce qui était beau, je trouve, dans ces playoffs-là en particulier, c'est qu'il y avait un peu un consensus total sur le fait que, en tout cas, Denver devait aller la chercher pour Nikola Jokic, pour vraiment un petit peu le gratifier de son niveau de jeu, de tout ce qu'il a apporté dans la ligue. En tout cas, on est sur un profil un petit peu différent. Évidemment, on le connaît, je ne vais pas présenter Jokic, mais le meilleur playmaker parmi les grands, parmi les très très grands, parmi les pivots, et qui va un petit peu révolutionner la NBA grâce à ça. Et non, c'était vraiment un run qui m'a marqué personnellement. Avec des finales qu'on n'attendait pas, Miami qui est 8e de conférence et qui arrive à aller jusqu'en finale. Ça, c'est pareil, ça n'a pas dû arriver beaucoup de fois. Et une équipe de Denver qu'on a souvent critiqué. On se disait que Jokic était une des stars les moins bien entourées. Et ils ont quand même réussi à arriver au bout. Et pour parler chiffres, on a un 30 points de moyenne sur les playoffs. Du triple-double de moyenne, quasiment en tout cas, on est sur du 9,5 passes. Et non, un titre de MVP des finales incontestable. Et une campagne de playoff qui restera, je pense, dans l'histoire et dont on reparlera encore et encore. Je sais pas comment toi, est-ce que tu l'as vécu, mais non, je choisis sans aucun débat possible, en tout cas, après LeBron James, le Jokic 2023. Ben moi, alors, franchement, foncièrement, dans le côté... dans le cœur, on a déjà discuté de mon appréciation pour le Heat. Et concrètement, j'étais pour Miami en termes de... Voilà, moi, je suis j'étais très très fan de ce run 2023 du Heat. Mais évidemment, quand je regardais ça, des finales où l'équipe pour qui j'étais dans ces playoffs avait éliminé ma franchise pour qui j'étais. Le Heat avait éliminé les Knicks, donc moi je regardais ces finales avec un regard assez extérieur et distant, mais ouais, c'est clair que moi j'ai le souvenir d'un match de Jokic contre les Suns aussi, en demi de conf où il en met 53. Je crois que c'est ce Jokic là, alors évidemment là le Jokic 2024-2025 est pour moi la version je pense que c'est le Jokic le plus fort que j'ai vu. Après, ça, évidemment, dans ce genre de niveau de joueur, d'un joueur qui maintient une régularité telle depuis 6-7 ans, évidemment, le terme de... depuis qu'il a ses premiers MVP, c'est super compliqué de définir quelle est sa meilleure saison. Moi, là, au-delà de me baser sur les stats, pour moi, le meilleur Jokic que j'ai vu, c'est le Jokic 24-25, mais ouais, c'est clair que le Jokic 2023, et c'est aussi le prendre, je pense que c'est vraiment récompenser le run un peu de cette équipe des Nuggets dont on attend pointé du doigt, pas mal de joueurs ont été l'absence de pas mal de joueurs ont été pointés du doigt, les Jeff Green, les Bruce Brown, tous ces joueurs-là qui ont construit ce titre-là qu'on voit, qui sont plus dans l'équipe aujourd'hui. Même si Bruce Brown est revenu, c'est vraiment mettre en exergue un titre qui était nécessaire pour Nikola Jokic et qui a fondé et qui a conclu une aventure collective qui avait l'air assez forte. Et ouais, rien que je me suis refait quelques highlights Nikola Jokic playoff run sur 2023, le premier play, il est pris à 2 par Kat et Rudy Gobert contre Minnesota premier tour. Il voit rien, il te fait une passe no look pour corner opposé Michael Porter Jr. Voilà, c'est tout un run, et je pense que d'ailleurs, je le dis maintenant, c'est une campagne de playoff, un run individuel de playoff qu'on va apprendre à apprécier à sa juste valeur
quand Jokic aura pris sa retraite, je pense. Selon Ouais, ce qu'il fait ensuite dans la suite de sa carrière, je pense que c'est vraiment s'il a 2-3 bagues un peu plus tard dans sa carrière et tout Nikola Jokic qu'il est, je pense que dans les années à venir, il sera peut-être toujours aussi fort, mais peut-être un petit peu moins impactant sur le plan statistique. Et quand on va regarder son premier run de playoff qu'il amène au bout, on va se rendre compte du niveau du joueur qu'il était quand il était dans son prime. ouais, c'est ça, il y a vraiment un côté consécration où je m'en souviens, à l'époque, j'ai l'impression qu'il y avait encore un petit peu de débat, en tout cas chez le grand public NBA, ou en tout cas pour nous qui suivons vraiment la NBA au quotidien, on savait vraiment la valeur de Nikola Jokic et on n'avait pas de mal à le définir comme étant le meilleur joueur du monde ou un de ceux-là. Mais chez le grand public, j'ai l'impression qu'il y avait besoin, en tout cas, d'avoir un Jokic impressionnant et qui va chercher sa bague et son titre de MVP des finales, parce qu'on a un joueur qui est encore un petit peu différent et qui n'est pas qui n'est absolument pas athlétique. On sait que c'est athlétique en tout cas, on sait que c'est un athlète de très très haut niveau de par ses capacités cardio, etc., mais qui n'est pas spectaculaire dans le sens gros dunk, voilà, et shoot à 3 points, step back, etc., qui aime le grand public. Et je pense que là, ça a un peu cloué le bec et définitivement mis ce mec-là sur un piédestal, en tout cas, pour les suiveurs au sens très large, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est la consécration objective, statistique et sur le palmarès qui a on va dire, annulé les doutes visuels et purement personnels de certains. Voilà, je discutais avec des copains l'autre jour sur Nikola Jokic. J'ai pas mal de gens qui ont du mal à le voir jouer sur son esthétique pure, et évidemment on reconnaît, beaucoup de gens reconnaissent son niveau, mais le fait qu'il ait sa bague, ça le conforte et ça évite, ça fait reculer un petit peu les réticents, ceux qui ne voient en lui que peut-être un athlète un peu désarticulé, quelque chose comme ça. Il a sa bague, maintenant elle est assurée, et comme tu le dis, ça c'est venu confirmer dans une époque où il n'y avait pas de doute objectivement, mais peut-être sur l'aspect pour certains. On était sur la période de domination, l'année prime de Joel Embiid, qui avait gagné le MVP d'ailleurs cette année-là, je crois. Oui, non ? Exactement. Exactement, donc c'est le MVP de Embiid, donc ça a confirmé avec un peu cette espèce de vengeance. On peut pas refaire ce débat-là du MVP 2023, mais je pense qu'il fallait un MVP pour Embiid et ses années de domination. De mon côté, c'est ce que j'analyse de ça, mais évidemment que ça avait un peu un côté aussi vengeance et que c'était assez impressionnant de voir Nikola Jokic très froid, en plus dans toujours son approche du jeu et de la manière dont il est sur le terrain. Mais en tout cas voilà. Je te laisse choisir ton deuxième joueur, Oscar. Qu'est-ce que tu nous réserves pour accompagner Monsieur LeBron James 2016 ? Alors, je vais pas tergiverser très 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 longtemps. Je vais lock mon deuxième MVP des finales. Voilà, 2 MVP des finales. Je vais prendre Kawhi Leonard version 2019. Voilà, le titre des Raptors, MVP des finales. Je ne peux plus choisir de MVP des finales à partir de maintenant. Je me, entre guillemets, condamne dès mes deux premiers choix, pardon. Bon, j'avais Jokic si tu le prenais pas, mais je suis quand même très content de prendre Kawhi Leonard parce qu'il y a une vraie histoire et accroche personnelle avec ce joueur. Le fait que la 2018-2019 soit une saison où j'ai recommencé commencé à suivre le basket et la NBA d'une manière bien plus intensive en élargissant mon prisme d'équipe que je visionnais. Les Raptors et Kawhi Leonard m'ont permis de confirmer ça et de prendre vraiment l'intérêt que j'avais pour cette NBA. Franchement, alors je suis pas trop pour les comparaisons qui ont été faites c'est l'une des choses la plus proche qu'on ait vue de Michael Jordan, etc. Je prends ce qu'il y a à prendre là-dedans. Il y en a à prendre et à laisser. Mais franchement, c'est l'un des joueurs les plus complets et époustouflants que j'ai pu voir de mes yeux, je pense, en termes de
termes de niveau, en termes de voilà, toujours l'esthétique de Kawhi dont moi je suis très très fan. C'est très froid, même dans ses mécaniques de tir, c'est très raide. Il y a, il y a assez peu de souplesse, même dans ses dunks, il a le bras tendu quand il dunk sur Giannis ou quand il fait des gros coast-to-coast, bras tendus, et qu'après il se replace directement, aucune expression. Ça, c'est vraiment Kawhi Leonard. C'est, je pense, l'un de mes 5 joueurs préférés de tous les temps. Le sang-froid. Évidemment que pour ça, je peux que le noter, mais ce match face à Philadelphie, au-delà de son tir pour la gagne, mais il y avait un peu le côté, je pense que c'est un des Game 7 les plus sales que j'ai vu, dans le sens les équipes pas propres du tout au tir, ça rate de partout. Je sais même pas c'est qui, je crois que c'est JJ Redick qui est le meilleur marqueur des Sixers en face. C'est des matchs des matchs très marquants. Puis évidemment, comment pas parler du commentaire de Trash Talk en direct. J'avais regardé le match à côté pour tous ces souvenirs, pour le niveau, et puis le storytelling toujours en mode un peu one shot Kawhi Leonard, qui sait, je pense, en début de saison qu'il va pas rester chez les Raptors parce qu'il a déjà les offres des Lakers et des Clippers qui sont sur la table et qui avaient déjà été qu'on avait déjà entendu quand il s'était fait trade de San Antonio. Et puis moi je le dis un peu, c'est pour récompenser la parenthèse Toronto. Moi je me suis refait l'effectif de ces Raptors 2018-2019. On aura peut-être l'occasion de leur faire d'y jouer pendant une draft, mais ouais, c'est un effectif tellement profond, avec des joueurs des joueurs qui étaient peut-être pas au niveau qu'ils sont actuellement, mais les Norman Powell, les OG Anunoby, les Fred VanVleet, tout plein de joueurs qui passent des caps et qui ont une bague grâce entre guillemets à ce Kawhi Leonard là. Moi je prends Kawhi Leonard pour mon poste 3, donc pour l'instant j'ai des ailes Kawhi Leonard de LeBron James. Je pense qu'on fait entre guillemets difficilement mieux pour l'instant sur les ailiers de notre décennie 2010 et du début de la décennie 2020. Ouais, tu fais un excellent choix. Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis sur Kawhi. Et c'était le joueur que j'allais prendre. Donc là, tu viens de me prendre mes 2 joueurs avant moi, mais en même temps, c'est la règle du jeu. Mais ouais, avec Kawhi, on a vraiment une notion de mythe, encore une fois, pour m'éloigner un peu du jeu. Mais comme tu l'as dit, il y a le fait qu'il arrive et qu'il vient donner la bague à Toronto et qu'il reparte derrière. Je pense que ça ajoute un côté légendaire à ce qu'il a fait, absolument dingue, quoi. C'est le mec, il arrive, il donne, il repart. C'est absolument fabuleux. Et le niveau de jeu, c'est pareil, je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est l'un des scoreurs les plus parfaits, en tout cas, que j'ai pu voir sur un laps de temps assez court certes, sur ces playoffs 2019. Mais il m'a vraiment marqué, et je pense que dans les versions des joueurs à leur prime, même sur un prime très, très court, je pense que je le mets facilement top 3 de ceux que j'ai pu voir, en tout cas. Je pense que je suis pas le seul, comme tu l'as dit. Il y a toute une génération qui a été marquée par ce Kawhi 2019 là et par ces playoffs. Donc voilà, un Kawhi que tu as très très bien drafté pour associer à LeBron James et que j'aurais choisi. Je vais donc devoir m'adapter à ce choix là et choisir un autre joueur en 2. Et j'ai eu le temps de réfléchir, et je ne vais pas prendre un MVP des finales. Je vais sécuriser un autre joueur. Je vais aller chercher monsieur Anthony Davis sur les finales 2020 avec les Los Angeles Lakers. J'ai donc une raquette qui s'articule autour de Jokic et d'Anthony Davis. Si je ne choisis pas de MVP des finales, c'est parce que j'ai quelque chose derrière la tête et je vais te laisser la main là-dessus. Mais je préfère sécuriser un Anthony Davis qui a fait une campagne des playoffs 2020 de très très haut niveau. J'ai en tête évidemment
son shoot au buzzer contre Denver en finale de conf, qui était absolument, qui m'a vraiment vraiment marqué, notamment par les réactions qu'il y a derrière. J'ai rien contre les mecs qui vont célébrer et qui derrière vont faire les malins, comme Derrick Rose ou Damian Lillard. Ça reste des célébrations mythiques de mal alpha entre guillemets. Mais là sur celle-ci avec Anthony Davis, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une effusion de joie collective qui est absolument dingue. Et s'il faut parler de moments en tout cas pour catégoriser cette campagne-là d'Anthony Davis, ce sera vraiment ce moment-là qui me viendra en premier. Et non, je vais te laisser parler, Oscar, là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, moi je l'avais noté parce que alors il est en gras sur ma feuille, mais on va dire que c'est le joueur, je vais dire le MVP des finales, enfin le plus MVP des finales des non MVP des finales, si je peux le dire comme ça, ou peut-être un MVP des playoffs. J'ai le souvenir du côté très Anthony Davis, les playoffs de la bulle, c'est le meilleur joueur des Lakers, je pense. Enfin, sur le côté défensif, sur le côté je prends toute une équipe derrière moi, avec évidemment LeBron James qui fait des grosses finales, mais qui est bon sur les playoffs, qui est excellent sur les playoffs, ça reste LeBron James. Mais évidemment que c'est le prime d'Anthony Davis, peut-être un des défenseurs intérieurs-extérieurs les plus complets que j'ai vus. Je le dis comme ça, il faudrait que je me penche un peu plus sur les choses, mais peut-être un des défenseurs inter-externes les plus complets que j'ai vus. Je me suis refait des highlights aussi, notamment le match complet dans sa série complète contre Portland au premier tour, où il explose Youssouf Nurkic et Hassan Whiteside, et c'est très très sale. Je vous invite à aller regarder je sais pas, ça se trouve, les matchs se trouvent, moi j'avais regardé une compile complète de ces tirs rentrés, etc. C'est du très très sale. Et puis en plus, là encore, je matais le côté storytelling, c'est vraiment le côté la bulle, quoi. La bulle, l'ambiance pure basketballistique, vraiment le côté niveau pur du joueur qui ressort. Et puis c'est peut-être le AD à 100%, le dernier AD à 100% qu'on a vu en termes de santé, où là vraiment on sent qu'il est en pleine possession de ses moyens offensifs, défensifs, même physique. Il est encore parce qu'il y a eu, AD a pris un petit peu entre guillemets en masse, ça se voit, ce n'est pas quelque chose de péjoratif qui est maintenant dans son jeu, mais on est encore sur le AD athlétique, qui a vraiment le côté vraiment athlétique, capable de se lâcher toujours avec ce qu'il a travaillé, son footwork, sa capacité à dégainer de loin à mi-distance. Et puis je le répète, mais défensivement, AD, j'espère qu'il va être comme tu le disais, on va souhaiter aux Dallas Mavericks un AD de ce calibre-là, ou même un AD un peu moins fort. Je pense que ça peut quand même leur permettre d'aller très très loin, mais AD sur deux jambes, bien entouré, avec le côté je circule dans la défense et en fait tu vas tirer, mais je vais t'empêcher de tirer parce que je suis peut-être le meilleur défenseur de la bulle. Bah écoute, je suis très déçu que tu aies pris ce joueur parce que je le voulais, mais je ne peux qu'approuver ce choix, et ta raquette en termes de complémentarité, très très fort. Ouais, je pense que AD était un lock à absolument sécuriser parmi, comme tu l'as dit, parmi les joueurs qui n'étaient pas MVP des finales, et j'ai préféré le sécuriser maintenant. Donc voilà, maintenant c'est chose faite. On se retrouve avec nos deux premiers joueurs chacun. Est-ce que tu veux enchaîner avec ton troisième? On rappelle que tu n'as plus le droit de prendre un MVP de finale. Tu as déjà pris les tiens avec Kawhi 2019 et LeBron 2016. Très très difficile du coup, parce que en termes de sélection de pivot, note la sélection de pivot en termes de niveau de joueur est entre guillemets assez limité. Ah, dans la mesure où j'ai pris les deux meilleurs, oui. Oui, dans la mesure où tu as pris les deux meilleurs, oui, parce que je ne vais pas prendre Javal McGee, je ne vais pas prendre Andrew Bogut, je ne vais pas prendre Tristan Thompson, Marc Gasol, je peux pas le prendre. Avec tout le respect que j'ai pour Brook Lopez, qui est un très très bon complément d'Giannis Antetokounmpo,
je ne vais pas, je ne vais pas le choisir. Donc je vais sortir un peu de ma zone de confort et de ce que j'avais prévu initialement pour sélectionner Monsieur Draymond Green, version. Je vais prendre Draymond Green version 2022. Non pas que je cherche, non pas que ça soit forcément et foncièrement la meilleure version de Draymond Green, c'est tout simplement quelque chose de tactique, même si je me doute que là je te laisse des portes ouvertes qui sont assez Je vais pas te mentir, impressionnantes. je viens de célébrer ton choix là, mais j'ai très très chaud, je suis à deux doigts de me mettre torse nu. Mais en tout cas, je me doute que c'est évidemment ce que tu souhaitais. Voilà, je vais pas tergiverser très très longtemps. Est-ce qu'il y a forcément grand chose à dire sur le fait que voilà, Draymond Green 2022, grand patron de défense. Offensivement, évidemment, ça reste Draymond Green après, je sais pas vraiment quelle année, mais 2019, là encore, ça se voit beaucoup, mais ce Draymond Green là est, on va dire, offensivement très très limité. À moins, enfin, évidemment, il y a le côté passeur playmaking de Draymond Green qui est évidemment très très fort, et j'adore ce joueur en termes de playmaking. Mais voilà, je vais pas non plus aller très très loin. On est sur des stats modestes de 8 points, 7,2 rebonds et 6 passes par match, avec évidemment le côté patron de défense qui prime. J'aurais pu prendre Kevon Looney, Moses Malone Kevon Looney comme certains l'appelaient à ce moment-là en 2022, mais je décide de prendre ce joueur-là pour le faire jouer en petit 5. Je sais que je te laisse des grandes portes ouvertes, mais je suis confiant sur mon choix et je vais le sécuriser. Draymond Green 2022, qui était encore la version, qui était une version, je vais dire un peu, alors pas soft de Draymond Green sur ce qui faisait terrain, mais on va dire que c'est encore un Draymond Green qui est agréable à regarder jouer et à regarder, entre guillemets, un peu plus agréable à regarder se comporter qu'il ne l'est maintenant, avec ses arabesques entre guillemets extra sportifs sur le terrain. T'as la même logique que moi. Je pense que j'aurais fait ce choix-là de partir sur un 5 sans réel pivot et de prendre Draymond Green dans la même situation que toi. Donc je te rejoins totalement. Et avec cette version-là de Draymond Green, ce que j'ajouterais, c'est ça demanderait beaucoup de travail de recherche, mais je pense qu'on est vraiment sur un joueur de très très haut calibre en ce qui concerne l'importance avec si peu de qualité de scoring. C'est-à-dire qu'on est sur un joueur dont le défaut principal, ça va être globalement de marquer des points. Il prendra quasiment plus de 3 points. Son jeu off-ball sera forcément diminué étant donné que ce sera lui l'un des dépositaires du jeu. Mais il a toutes les qualités qu'il y a autour pour devenir un joueur très important. Et on se retrouve du coup avec un Draymond Green qui est le deuxième joueur le plus important d'une équipe championne, avec une capacité au scoring qui est totalement diminuée. Là où elle l'était un petit peu moins, comme tu l'as dit, dans les premiers titres, où il prenait un peu plus de shoot à 3 points et où le jeu était moins orienté vers lui, avec un Klay Thompson qui était en meilleure santé et un KD à son prime. Donc voilà, en tout cas c'est noté, un Draymond Green choisi en 3 par toi, Oscar. Donc la Draymond Green version 2022, ce qui du coup m'empêche de prendre n'importe quel Warrior de 2022, mais ce qui m'ouvre la possibilité de choisir n'importe quel Warrior toujours de 2017 et 2018. Et c'est ce que je vais faire, puisque je vais choisir monsieur Steph Curry. Et je vais prendre la version de 2017. Donc j'ajoute Steph Curry 2017 à Anthony Davis 2020 et Nikola Jokic 2023.
Euh, donc pour ceux qui se demandent un petit peu où est-ce qu'on en est en termes de Warriors, étant donné qu'ils ont fait 4 finales de suite, 4 fois contre les Cavs, c'est sans doute la campagne de playoff où les Warriors ont le plus dominé, où ils avaient vraiment zéro concurrence, puisqu'on est sur du 4-0, 4-0, 4-0, 4-1 globalement. Hein, il me semble que c'est ça, je vais vérifier, mais 2017... Je crois que oui. Oui, c'est ça, c'est 4-0 Portland, 4-0 Jazz, 4-0 Spurs et 4-1 Cleveland. Après, le 4-0 Spurs est toujours un peu... le what if Oui. du 4-0 Spurs fait mal, toujours. mais ça n'empêche que dans tous les titres qu'ils ont gagnés, ils ont eu au moins un peu plus d'adversité sur une seule série, et ils ont eu besoin d'un peu plus cravacher. Mais là, non, on est sur la version prime peut-être de ces Warriors, avec un Steph Curry qui ne sera pas MVP des finales, parce qu'on a un Kevin Durant qui est absolument stratosphérique. Mais ça reste quand même le Curry qu'on connaît, et un Steph Curry qui reste le meilleur shooter à 3 points qu'on ait jamais vu, l'une des plus grandes menaces off-ball de tous les temps, et que je viens ajouter avec l'un des meilleurs passeurs de tous les temps, Monsieur Nikola Jokic. J'ai donc une équipe presque idéale, en imaginant un petit peu le potentiel de ces drafts. Quand on a pensé au concept pour la première fois, je me suis dit, l'un de mes objectifs, ça va être un petit peu de relier 2 joueurs que j'aurais aimé voir ensemble, et pour lesquels ce sera pas possible de les voir en vrai. Et dans cet imaginaire-là, j'avais en premier lieu associé Curry à Jokic. Et c'est fait dès la 2e draft, donc j'en suis ravi d'associer ces 2 phénomènes-là. Et voilà, donc je suis confiant, je suis très heureux de ce choix-là. Et voilà, je vais donc te laisser la main là-dessus, Oscar. Bah écoute, ça va me permettre de rebondir un petit peu sur un truc que je te disais en off. C'est toujours très compliqué de choisir quand une équipe fait là, dans ce cas-là, un back-to-back puis le titre en 2022. C'est toujours très compliqué de choisir entre les versions des Warriors. Exemple, dans le cas où on doit prendre dans le cas où un de nous deux voudrait choisir un KD, ça serait très compliqué de définir quel est le KD le plus fort en 2017 et en 2018. Mais l'avantage avec le fait que KD se soit vu attribuer les deux MVP des finales, c'est que du coup ça libère en fait les 2 joueurs entre guillemets au cœur du système offensif de ces Warriors de l'époque, parce que même si évidemment KD, c'est ce moment-là, c'est le prime, c'est peut-être le meilleur KD qu'on ait vu, le plus froid, le plus efficace avant qu'il se blesse en 2019, mais du coup c'est peut-être un peu moins marquant en termes de niveau et d'impact global que toi ton Steph 2017 et le joueur que je vais sélectionner en arrière, qui est donc Monsieur Klay Thompson, qui est donc Klay Thompson version 2018, donc la version titrée des Warriors. Donc on est sur Klay Thompson qui vient donc être à l'arrière. Et donc pour te donner un ordre d'idée défensif pour l'instant de mon équipe, on est sur un Klay Thompson, Kawhi Leonard, LeBron James, Draymond Green. Défensivement, je pense que je suis prêt. Voilà, je suis armé. C'est un euphémisme, ouais. Il n'y a aucun souci. Je peux switcher. Je pense que même entre guillemets en protection de cercle où ça pourrait être un petit souci, mais je pense que je vais m'en sortir. Mais voilà. Klay Thompson 2018. Je t'écoute. Oui, pardon. Il peut y avoir quelques soucis face à une raquette Jokic-AD, dans le sens où si les menaces de post-up de Jokic, à partir du moment où tu mets Green sur lui par exemple, peuvent m'ouvrir un petit peu le jeu. Je vois différents systèmes se mettre en place. Je pense que malgré ce 4 défensif de très très haut niveau, je peux m'en tirer quelque chose avec mes deux intérieurs. Mais je te laisse continuer.
Alors, du coup, pour Klay Thompson, version 2018, alors je crois qu'on est sur les meilleures moyennes en carrière, en playoff pour monsieur Klay Thompson, ou du moins, du moins en finale, non, je pense en playoff, Non, on parce est que sur un 19. Oui, les les finales, finales, je pense qu'il y a les 2019 avant qu'il se blesse où il était à un niveau oui, stratosphérique. ouais, on est sur les. Voilà, ouais. Il y a la version 2019 qui est évidemment déchirante et Le mot est bien choisi, ouais. voilà, qui est évidemment déchirante sur tous les aspects du terme. Euh, mais on est sur la version titrée de Klay Thompson, je vais dire la plus forte et la plus impressionnante que j'ai regardée. Ça reste Klay Thompson, et je disais la même chose avec Draymond Green sur le plan de l'intelligence défensive, et je peux dire la même chose de Stephen Curry, même si dans ma tête, enfin dans mon esprit, j'aurais toujours plus de... Je pense que Klay Thompson est pour moi l'un des joueurs off-ball les plus intelligents que j'ai pu voir de mes yeux. Ça va évidemment se battre avec Stephen Curry, mais j'ai toujours énormément de... Je suis toujours autant impressionné par la capacité de Klay Thompson à circuler devant les écrans, non peut-être parce que ça se voit plus, parce qu'il est plus grand et que physiquement il a moins le côté fou. Enfin, je passe partout, je m'extirpe, et Klay Thompson, c'est une circulation qui est moins, qui est moins je me faufile qu'un Steph Curry, peut-être Il a parfois. moins, Mais il a voilà, moins il a moins sa vivacité et sa capacité de flexibilité du corps, ouais. exactement. On a vraiment des images de Curry en tête où on le voit vraiment se tordre après des écrans ou après des curls que n'a pas forcément Thompson, mais c'est vrai que ça reste, c'est moins flashy de toute façon comme tout le joueur en général, mais ça reste d'une efficacité absolument hors norme. Et ouais, du coup, là, on est sur encore, entre guillemets, un Klay Thompson. D'ailleurs, je parlais de la défense, mais on est sur encore un lock. Enfin, on est sur Klay Thompson qui est encore le lock défensif extérieur de ces Warriors, parce qu'on a évidemment l'image du Klay Thompson qui revient de blessure et qui est beaucoup moins vif sur les jambes euh, à cause de ses blessures, et qui du coup devient plus un shooter unidimensionnel capable de défendre un petit peu, mais dans un volume très très réduit. Je pense que les playoffs 2022, voilà, j'ai quelques souvenirs visuels mais très rapides de séquences défensives de Klay Thompson qui restent intéressantes, mais on était plus sur le bout de chaîne, le shooter en catch and shoot qu'il était en 2018, mais qu'il n'est plus trop sur le plan défensif en 2022. Mais ouais, je prends Klay Thompson. Voilà, le placement, les changements d'appui de Klay Thompson, et puis voilà, la mécanique, toujours cette mécanique de tir qui est froide, et puis toute cette esthétique. Moi, j'adore, je trouve Klay Thompson très beau à regarder jouer dans ce qu'il est. Dans ce qu'il a, je trouve qu'il a une certaine, je sais que c'est le mot à la mode, mais il a une certaine aura en termes d'esthétique visuelle, de ce sourire un petit peu très arrogant, mais en même temps très enfantin, de quand je marque un point, quand je mets un 3 points, et que voilà, je sais que je suis en feu, je sais que je le mets, bah, il y a cette esthétique-là. Et puis il y a évidemment le run 2018 des Warriors qui est tout aussi impressionnant que celui de 2017, peut-être un peu moins dominant, mais en tout cas je mets donc Klay Thompson donc en tant qu'arrière de cette équipe. Tu me donnes donc la main pour, je vais choisir mon arrière aussi, mon arrière meneur d'ailleurs, ça dépendra. Tu m'offres le champ libre pour choisir SGA 2025, le joueur le plus récent de cette liste, que je viens donc associer à Curry 2017, Niko Jokic 2023 et AD 2020. J'en suis satisfait, je vais pas te mentir, là j'ai un 4 qui me régale absolument. Avec en plus un SGA qui est tout frais dans notre tête, qui vient de réaliser une saison de très très haut calibre où il a tout emporté sur son passage, avec un Thunder qui, je pense, restera dans les mémoires a posteriori, comme on le parlait tout à l'heure pour Jokic 2023 et ses Nuggets. On n'a évidemment pas le recul nécessaire, mais on a une saison historique du Thunder et de SGA en tout point, qui est passé un petit peu sans doute sous les radars, parce qu'il y avait d'autres équipes qu'on attendait aussi très très haut,
et qui n'ont pas été présentes, notamment à l'Est, avec le duo Boston et Cleveland qui a déçu et qui n'a pas réussi à atteindre les finales de conférence, où je pense que beaucoup auraient aimé une finale avec Cleveland ou avec Boston, ce qui aurait pu un petit peu plus, je pense, valider aux yeux du grand public la très grande saison réalisée par SGA et par le Thunder. Maintenant, je suis très content d'ajouter cette version-là de SGA. Un joueur absolument phénoménal sur isolation, le meilleur driver de la ligue, qui vient très bien compléter un Steph Curry qui est la meilleure menace extérieure de la ligue. Donc vraiment, choisis ton poison avec mon backcourt extérieur. Enfin, c'est un pléonasme d'ailleurs, mais voilà. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur SGA ? Non, à part le fait que je te laisse des portes ouvertes monumentales et que là, Ouais, c'est ça. avec mon 5 fait à l'appréciation plus qu'à la volonté de gagner les votes, je me tire des balles dans le pied. Il reste donc pas 56 champions à choisir là en termes de possibilités de choix. Je vais donc me diriger vers le mien. Donc tu as pris Shai Gilgeous-Alexander qui, comme tu le disais, était le choix le plus récent, le plus frais. D'ailleurs, une campagne de play-off, je pense que, comme je le disais pour Jokic, qu'on va apprendre à apprécier à sa juste valeur, à moins que la poussée des Shai haters ne gagne encore un petit peu plus les réseaux sociaux et la planète NBA, ce qui serait bien dommage, mais j'espère qu'on saura apprécier à notre juste valeur de suiveur NBA le run de Shai Gilgeous-Alexander en version 2025. Donc vu que je ne vais pas dire je suis défaitiste concernant mes ambitions de victoire, je vais me laisser un petit peu porter, je vais y aller un petit peu là, on va redescendre en pression, je suis un petit peu moins tendu sur les choix que tu vas faire et sur mes ambitions de victoire. Je vais donc rester dans ma ligne de conduite défensive et je vais choisir monsieur. Alors je le dis en étant un petit peu hésitant presque, je vais choisir monsieur Jrue Holiday version Bucks 2021. Voilà, j'ai hésité à faire une petite entorse au règlement en changeant les postes de certains joueurs, en mettant LeBron James en meneur, décalant ensuite Kawhi Leonard au poste 4 et en pouvant choisir monsieur Chris Middleton, mais je me suis dit que j'allais quand même respecter la logique des postes, surtout que ce LeBron 2016 n'était pas vraiment c'était pas un meneur, on était vraiment sur l'ailier, sur un ailier, puisque le backcourt c'était si je dis pas de bêtises Kyrie Irving, J.R. Smith ou quelque chose comme ça, et que voilà, il n'était pas du tout dans l'archétype et dans la position de meneur comme il a pu l'être, notamment je crois dans la bulle et puis pendant quelques années aux Lakers. Mais du coup, ouais, je vais rester sur ma ligne de conduite défensive avec Jrue Holiday, le troisième meilleur joueur des Bucks sur les playoffs 2021, parce que évidemment que Chris Middleton, de cette version-là de Chris Middleton, est le meilleur lieutenant que Giannis ait eu sur un niveau pur, parce que même si Damian Lillard intrinsèquement, sur le niveau intrinsèque qu'il est capable d'afficher, a été le meilleur lieutenant de Giannis, le vrai meilleur lieutenant dans le niveau qu'il a vraiment affiché, ça reste Chris Middleton. Mais voilà, je vais mettre à la main de monsieur Jrue Holiday, qui va venir faire des coupes, couper au panier pour les passes de Draymond Green et celles de LeBron James. Mon lock défensif qui va tenter de contenir Stephen Curry. Je sais plus s'il y a déjà eu des affrontements marquants entre Jrue Holiday et Stephen Curry, peut-être à l'époque où il était à la Nouvelle-Orléans, mais j'en ai pas vraiment de souvenirs. Mais en tout cas, voilà, Jrue Holiday 2021, pas forcément de souvenirs très marquants. Peut-être cette interception sur Devin Booker en finale, et ensuite évidemment le alley-oop avec Giannis Antetokounmpo, cette
cette célébration et puis ce trade ensuite de Milwaukee puis de Boston, je suis content de mettre Jrue Holiday, ça le récompense pour l'accomplissement de sa carrière, cette première bague, et puis c'est encore à ce moment-là un Jrue Holiday qui offensivement est encore très 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 solide, notamment à 3 points. Petite parenthèse par rapport à notre top 100 sur Twitter, tu en parlais quand tu l'as posté en place aux alentours de la 94e place et moi juste hier. Voilà, le Jrue Holiday maintenant est devenu un vrai maillon faible à 3 points que, comme tu le dis très bien, qu'on laisse de côté. Mais ce Jrue Holiday version 2021 est encore assez menaçant et offensivement assez complet et complémentaire de Giannis, Chris Middleton et toute la bande à côté pour que je le choisisse pour former mon backcourt de chien de garde défensif avec monsieur Klay Thompson. Voilà. Formidable. J'avais Jrue dans mon équipe idéale en tout cas. Si je pouvais choisir mon 5 tout seul, enfin si je faisais le concept sans toi, j'aurais eu Jrue Holiday en meneur. Donc évidemment, je suis complètement d'accord avec ce pick qui me semble très pertinent et qui vient bien compléter ton 5 à tendance défensive. Moi, je vais devoir conclure en choisissant parmi les Boston Celtics 2024. Chose qui est très compliqué. Bah, étant donné qu'il me manque un ailier. Oui. Normalement, tout est bien conçu pour que je doive choisir Monsieur Jason Tatum, que je viens donc sélectionner pour compléter mon 5, qui ressemble donc à sa version finale à Steph Curry 2017, Shai Gilgeous-Alexander 2025, Jason Tatum 2024, Nikola Jokic 2023, enfin AD 2020 en 4 plutôt, si on doit accorder une importance aux postes qui en ont de moins en moins, certes, et Nikola Jokic 2023 au poste de pivot. Je pense que Tatum aurait été choisi sans doute un petit peu plus tôt s'il avait fait un run de playoff un petit peu plus correspondant à son niveau réel, en tout cas au niveau qu'il montre en saison régulière et qu'il a montré dernièrement, parce qu'on est sur un Tatum qui est un petit peu passé à côté en termes de scoring sur ses playoffs 2024, en tout cas, avec un magnifique 28% seulement à 3 points, qui est évidemment bien en dessous de ses moyennes au global en général. Lui qui est un des meilleurs shooters parmi les très gros volumes et parmi les superstars de la ligue. Mais en tout cas, j'avais besoin d'un petit peu de défense sur les postes extérieurs. Je pense que sur quelques switches, notamment Tatum peut s'en sortir. Après, ça va parfaitement compléter mon roster. J'avais besoin de scoring, notamment étant donné qu'on a un AD qui peut être mon maillon faible dans ce registre-là. Tatum 2024, c'est sans doute pas la meilleure solution, comme je viens de le dire, étant donné qu'il est passé à côté en termes de scoring et notamment de shoot extérieur sur ces playoffs-là. Mais je pense qu'on peut passer outre étant donné ses qualités de playmaking, notamment sa défense qui ne fait qu'augmenter et voilà, sa protection de panier avec sa taille, sa longueur de bras, sa capacité à switch sur de nombreux joueurs aux profils différents, que je viens donc ajouter à mon roster. Et voilà, j'en suis plutôt satisfait. Voilà, on a terminé donc le choix parmi nos 5 majeurs. Est-ce que tu en es satisfait, Oscar ? Oui, dans la façon dont je perçois le basket sur le plan défensif, franchement, c'était franchement très ça a suivi un petit peu ma logique en termes de niveau intrinsèque. Évidemment, c'est beaucoup, je pense moins fort par rapport à ce que tu as pondu. Je te rejoins sur le fait que peut-être que presque ton maillon faible sur l'offense, enfin sur le niveau
offensive par rapport à la campagne de playoff, c'est presque monsieur Jason Tatum que presque j'avais mis dans un côté que j'ai pas envie de choisir parce que peut-être que dans le cas où je le choisis, ça serait peut-être une facilité que je me donne et peut-être un peu trop basé sur le côté ce qu'il fait après et ce qu'il fait avant, enfin ce qu'il fait en régulière et ce qu'il fait pour ses prochaines pour ce qu'il va faire, on espère, pour ses prochaines saisons. Donc c'était un joueur que je m'étais un peu mis en réserve. Franchement, j'adore ton équipe en termes de niveau pur. Moi, j'en suis très content aussi. J'aime beaucoup cette équipe sur le plan de l'affect que j'ai avec elle, / la manière dont elle va jouer en termes de création. Je suis content d'avoir aussi pas mal de joueurs qui peuvent exister off-ball et qui peuvent créer beaucoup de playmaking les uns pour les autres. Maintenant qu'on a fini notre partie 5 majeures, on va s'attaquer à la partie peut-être un peu plus affect et la partie on va un petit peu sortir les mouchoirs puisqu'on va s'attaquer à notre 6e homme. Où est-ce qu'on va se placer en termes de qui est le meilleur joueur et qui est le plus beau des perdants entre guillemets parmi notre sélection possible. En tout cas, je vais te laisser peut-être nous expliquer comment toi tu as procédé pour réfléchir à ce 6e homme. Alors pour le rappel de la règle, on a donc le choix parmi les joueurs que l'on veut, parmi les équipes qui ont perdu les finales entre 2016 et 2025, ce qui nous laisse un champ des possibles absolument immense, étant donné qu'on a 10 rosters de 15 joueurs à sélectionner. De mon côté, j'avais un joueur que je souhaitais sélectionner qui me semblait au-dessus des autres, peu importe l'effectif que j'avais. Notamment que ce soit en termes d'affect, en termes de niveau de jeu, j'ai vraiment pris une claque en voyant ce mec-là lors des finales auxquelles il a joué notamment. Donc je me suis dit, je vais choisir ce mec-là. J'ai pas la main malheureusement, donc je vais être tributaire de ton choix et je pense que je ne vais pas pouvoir le sélectionner parce que je crains que tu risques de faire le même choix que moi. Cependant, étant donné que je suis vraiment très confiant sur mon 5, ça me semble ne pas être très, très grave si je peux pas sélectionner ce genre-là en particulier. Je vais réfléchir à une solution de secours. Et donc je vais te laisser la main. Parmi tous les perdants des finales, qui as-tu choisi, mon cher Oscar? Et je suis pendu à tes lèvres. Eh ben écoute, peut-être que je vais te surprendre peut-être un petit peu par rapport à ce que tu disais sur le fait que tu pensais à tes premières visions, puisque je vais prendre un joueur un petit peu au mérite / à la récompense. Je vais sélectionner monsieur Jimmy Butler version 2023. Non pas qu'il ait fait les plus grandes finales de tous les temps. Voilà, j'ai le souvenir d'un Jimmy Butler assez fatigué, plutôt bien défendu. Je crois que c'est plutôt Bam Adebayo qui fait des très très bonnes finales 2023. Mais en tout cas, je prends Jimmy Butler pour un peu les mêmes raisons que j'avais sélectionné Kawhi Leonard version 2019. C'est des joueurs, des runs qui m'ont un peu raccroché au basket et à la NBA, qui voilà. Il n'y a pas forcément les finales marquantes, évidemment, parce qu'il y a une défaite et qu'en plus, là, on avait vraiment vu les failles du 8 et le côté un peu fatigué de ces joueurs de Miami qui s'étaient battus pour arriver jusqu'en finale avec la série en 7 contre Boston, une série fatigante contre New York, et puis vraiment la fraîcheur qu'ils avaient pu apporter, la rugosité qu'ils avaient pu apporter, notamment contre les Bucks. Mais je le choisis pour lui faire la mention, pour lui remercier pour le match individuel, l'un des matchs individuels les plus impressionnants que j'ai pu voir de ma vie, ces 56 points contre Milwaukee à domicile, avec ce triple, ces 3 shoots, notamment ce step back sur Jrue Holiday qui est phénoménal, avec les commentaires derrière, la célébration de Miami, toutes
tout ce sur quoi Jimmy Butler a un peu construit sa réputation de pyromane de playoff, de joueur qui explose. C'est ce match, c'est cette campagne de playoff dont je suis très très fan. Pour te donner un petit retour aux statistiques sur les finales, enfin sur les playoffs complètes, il est à 27 points, 6 rebonds et 6 passes de moyenne. Et sur la série contre les Bucks, il est à 37 points de moyenne, 6 rebonds et 4 passes de moyenne, notamment contre les Bucks d'un Giannis qui était diminué, mais contre des Bucks qui étaient quand même favoris. Je le mets là pour le remercier de m'avoir fait vibrer, parce que même si les Knicks étaient en playoff à ce moment-là, il y avait l'hérésie Pistons qui me brisait le cœur, et la difficulté de croire en cette équipe des Pistons qui était encore un petit peu déséquilibrée. Donc pour ça, merci de Jimmy Butler, et je le prends en tant que sixième homme, et ça vient confirmer un petit peu mon côté défense très rude, puisque c'est la formation de base de Jimmy Butler, c'est tout de même d'être un très très gros défenseur. Il l'est encore aujourd'hui, et il est devenu un excellent attaquant, mais ça suit ma lignée de gros défenseurs capables de mettre des gros tirs. Et puis ça vient aussi s'aligner avec le Kawhi Leonard proche de Michael Jordan. On s'en rappelle évidemment, Jimmy Butler version 2023, a été aussi beaucoup comparé, autant statistiquement que dans l'attitude et dans le jeu, à monsieur Michael Jordan. Bah, tu as fait un excellent choix. C'était évidemment mon choix. Ma priorité allait vers Jimmy Butler. Alors, j'aurais pas choisi le 2023. Je serais allé sur le 2020 personnellement, où c'est vraiment là qui m'a le plus impressionné dans cette fameuse bulle que j'ai vraiment beaucoup suivi, où je m'attendais vraiment pas à avoir un Jimmy Butler de cet acabit-là. J'ai eu un petit peu une révélation. Je me suis dit, ok, je ne savais pas que Jimmy Butler était capable de ça, avait ce niveau-là, et il m'a vraiment marqué, et je me souviendrai, je pense pareil toujours de son match à 40 ou 40-41, je sais plus, en finale face aux Lakers. Donc voilà, j'ai un peu... Ça me contrarie, j'ai pas à te mentir, j'avais besoin d'un très très gros défenseur sur les ailes pour contrer notamment ton LeBron 2016 et ton Kawhi 2019. Tu prends le premier choix que j'ai. Derrière, ça me freine un petit peu. Surtout que j'ai pas envie d'aller chercher un spécialiste défensif vraiment dans le but d'aller freiner ton armada sur les postes d'ailier. Parce que je pense que si je prends un joueur un petit peu en deçà offensivement, un spécialiste défensif en premier lieu, je risque de perdre au change en termes de résultats du sondage, parce que voilà, je ne joue que pour gagner, évidemment. Malgré cela, ok, donc je pars sur une stratégie totalement différente. J'oublie l'objectif de gagner. Je vais choisir un chouchou qui pourra me rendre des services assez importants, je pense, pour ajouter beaucoup d'énergie en sortie de banc, beaucoup de qualité de playmaking défensif, des interceptions, de l'énergie, un shoot à 3 points de qualité sur ces playoffs là. Tu vas prendre P.J. Washington version 2024, c'est ça? Non, je pars sur Andrew Nembhard 2025. La cote était très élevée qu'on prononce le nom d'Andrew Nembhard dans cette draft, mais c'est un de mes joueurs préférés à l'heure actuelle dans la NBA d'aujourd'hui. Et étant donné que j'ai pas vraiment d'inspi là comme ça pour freiner tes ailiers, je me dis que je vais rajouter vraiment un excellent dynamiteur. J'ai un Andrew Nembhard capable un petit peu de réduire les flammes, ajouter un peu d'eau sur le feu de Klay Thompson. J'ai un petit peu paniqué, on va pas se mentir, mais voilà, c'est mon dernier choix. Je pense que ça rabat un petit peu les cartes. Eh bien, si vous aviez des doutes sur le fait qu'on ne parle pas d'un Nembhard dans cette vidéo, Enzo vient de vous contredire, puisque après avoir parlé de petit Nembhard, nous avons parlé de grand Nembhard dans cette vidéo. Non, franchement, je pense que ça serait... Il y avait des choix à faire. Dans les Pacers 2025, si tu prenais
une logique purement défensive, il y avait Aaron Nesmith, je pense, qui aurait pu être intéressant, bien que je crois un petit peu moins grand que Nembhard et peut-être un petit peu moins long peut-être que Nembhard, mais peut-être un peu plus tenace Ouais, que il est le plus Canadien. évidemment plus adéquat pour un poste un poste de 3 pour défendre sur tes LeBron ou tes Kawhi. Mais je préfère Nembhard dans le sens où j'ai besoin sans doute. Je me suis consacré à ton Klay Thompson. Voilà. Dans ce cas-là, il y aurait peut-être eu un Mikal Bridges 2021 des Suns qui aurait pu être intéressant aussi, qui est peut-être une des versions défensives de Mikal Bridges les plus développées avec tout le bagage offensif qu'il a pu acquérir après. Je pense que ça aurait pu être intéressant. Après, sur les choix qu'on avait purement de joueurs qui n'avaient pas été sélectionnés, t'aurais peut-être pu partir sur vraiment. Il y a du Doncic et du Irving de disponible, mais voilà. Mais après c'est difficile à rentrer. Un Derrick Jones Jr. Mavs 2024 qui avait été très très bon, défensivement. J'essaie de rester un peu sur ta logique défensive qui est tout aussi intéressante. Après, on peut aussi avoir côté Celtics, si tu veux m'envoyer un Marcus Smart des défaits Celtics 2022 ou rechoisir un autre joueur des Celtics, un Jaylen Brown pour essayer de contenir défensivement mes joueurs. Mais oui, c'est sûr que là, je me doutais peut-être que tu allais vouloir Butler, mais peut-être que je m'étais peut-être dit que tu avais pris un joueur peut-être offensivement très très fort. Voilà, dans ma tête, je me suis dit, ça se trouve, il a pris Booker parce que je sais qu'il adore Booker. Et je m'étais dit, ça se trouve, Butler, il va pas l'avoir pris. Mais en fait, c'était complètement de se sous-estimer. On a quand même, du coup, là, des... Pardon, excuse-moi. Non, mais je vais pas te mentir, au point où j'en étais, ma réflexion était quand même de choisir vraiment un de mes joueurs préférés, un de mes chouchous, et étant donné que j'ai beaucoup d'affect envers ces Pacers de Rick Carlisle, j'ai beaucoup hésité avec TJ McConnell aussi, donc j'avais abandonné toute logique de gagner cette draft. Je me suis dit on prend les chouchous et voilà. Du coup là on va faire un petit rappel de notre classique entre guillemets rappel de nos 5 majeurs, mais juste avant ça je vais peut-être te donner un petit peu une question ouverte sur tous ces champions. Là je vais pas te parler de ton équipe à proprement parler, mais voilà, si tu devais choisir de 2016 à 2025 parmi les joueurs qu'on avait disponibles / qu'on a sélectionnés tous les deux, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, toi? Quel est le joueur, le run de playoff individuel qui t'a le plus marqué? Ça peut être en termes de niveau pur ou peut-être aussi, je t'ai parlé de Kawhi, de Butler sur le plan de l'affect. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en termes parmi les runs des joueurs dont on a parlé? LeBron 2016, d'assez loin. Vraiment, je pense que les finales de LeBron 2016, je vois pas. Il y a tout en fait. C'est tellement complet en termes de. Il n'avait pas l'équipe vraiment autour de lui pour rivaliser de base avec ces Warriors qui nous semblaient à tous totalement invincibles. Et renverser une telle situation, mener 3-1 face à la meilleure équipe de l'histoire. C'est totalement fou, et la manière dont ça s'est réalisé, etc., avec tout le storytelling qu'il y a autour, je pense qu'on pourra pas faire mieux en termes de niveau de jeu. Après, je pense que ça peut se taper, ça pourra toujours se taper avec d'autres monstres qu'on a vus, mais je pense que le storytelling est tellement fort, tellement incroyable autour de LeBron 2016. Donc en plus j'étais très jeune, un très jeune suiveur de NBA à cette période-là, où je me levais, j'avais encore la capacité pour me lever tous les soirs de match et pouvoir assumer derrière le travail ou l'école en tout cas
comme c'était le cas pour moi à cette époque-là, capacité que je n'ai plus aujourd'hui, ou en tout cas plus à une telle récurrence quotidienne, quoi. Et donc non, c'était fabuleux, et je pense que l'impact que m'ont laissé ces finales-là, que m'a laissé ce run de playoff-là de LeBron James, étant donné l'importance que ça a eu dans mon cursus de fan NBA, étant donné qu'il était vraiment à la base, je pense pas que ça puisse être battu un jour, à moins que j'ai plus d'affect en tout cas sur un joueur ou sur une équipe, mais voilà, on en est très loin à ce que Killian Hayes ou à ce que les Detroit Pistons gagnent des finales. Donc voilà, je vais me contenter de LeBron James pour le moment. Bon, écoute, moi je vais te rejoindre, / pas te rejoindre, j'ai déjà évoqué l'affect que j'avais sur Kawhi Leonard 2019, donc moi je vais jusqu'à Kawhi Leonard 2019. Les playoffs suivis de très très loin en termes de joueurs que j'affectionne. Voilà, enfin, New York Knicks 2018-2019, pire équipe de la ligue, pas vraiment de satisfaction à en tirer à ce moment-là, brisé par les espoirs de Frank Ntilikina qui commençait doucement à s'effriter, et le trade de Porzingis qui était un de mes joueurs préférés à ce moment-là, avant que tous ces galères extrasportives sortent. Mais en tout cas, ouais, je pense qu'Kawhi Leonard 2019, c'est le run qui m'a le plus marqué. Donc on va faire un petit rappel des 5 majeurs. De mon côté, j'aborde un 5 majeur, Jrue Holiday au poste de meneur, Klay Thompson au poste d'arrière, un poste 3 du nom de Kawhi Leonard version 2019. J'ai ensuite pu sélectionner avec mon premier choix LeBron James version 2016, et mon pivot small ball, et donc Draymond Green version 2022. Est-ce que toi tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu nous as concocté? Et évidemment, je ne l'avais pas précisé, mais j'ai sélectionné Jimmy Butler en 6e homme des Miami Heat de 2023, puisque cette équipe a perdu les finales NBA et que c'était la contrainte. Sur les postes extérieurs, j'ai Steph Curry 2017, Shai Gilgeous-Alexander et Andrew Nembhard 2025. J'ai Jason Tatum 2024 au poste d'ailier, et à l'intérieur, j'ai un formidable duo, Niko Jokic 2023 et Anthony Davis 2020. Et pour ce qui est du vote, car oui, évidemment, vous les auditeurs, vous êtes invités à voter pour nous donner les résultats, pour savoir qui d'Oscar et de moi-même avons réalisé le meilleur roster, ce meilleur 5+1. Il y a plusieurs manières de voter. Déjà, en commentant la vidéo YouTube, si vous regardez sur YouTube, vous pouvez commenter sur Spotify aussi. Normalement, la capacité à commenter a été activée récemment. Donc si vous écoutez sur Spotify ou sur Deezer, normalement ça devrait être activé aussi. Et il y a aussi en dernier lieu le sondage sur Twitter, disponible environ 2-3 jours après la sortie de l'épisode, pour laisser le temps à tout le monde d'écouter l'épisode. Donc voilà, on attend vos votes avec envie, histoire de savoir si je fais le back-to-back ou est-ce que Oscar revient à un partout. Et là, comme ça, Oscar, je sais pas toi, mais ça me semble vraiment du 50-50, et je pencherais même un peu plus pour toi, dans le sens où je pense que mon Nembhard risque de me fermer des portes. Mais voilà, ça va être intéressant à suivre. Ouais, je pense que non seulement ce Nembhard-là, je pense, peut te sanctionner, mais je dirais même que sans me jeter des fleurs en termes de... Je sais pas, je pense en termes d'appréciation du grand public, et que soit appréciation du grand public, soit un petit peu les joueurs chouchous niche, je pense que j'ai fait un 5 qui va pas mal dans ce sens-là. Non pas que les joueurs que tu aies pris soient moins aimés que les miens, mais je sais pas, j'ai aussi un petit peu cette sensation au-delà de ton 6e homme que tu as un 5 de très très haut niveau sur le plan basket, mais peut-être sur l'affect que les gens ont par rapport à mon 5 majeur, je prends un petit peu l'avantage. Et donc oui, évidemment, allez voter en masse. Voilà, il faut entre guillemets le maximum de votants pour que ce soit un petit peu équilibré. On aura un petit tableau actualisé au fur et à mesure pour les vainqueurs de la draft. En tout cas, Enzo, est-ce que tu as un mot de la fin pour conclure? Est-ce que tu veux nous parler de quelque chose en particulier par rapport à cet épisode? Est-ce que tu
tu as rencontré des difficultés peut-être à composer tes 5? Non, je pense que j'avais bien préparé mon 5. J'avais très mal préparé le choix du sixième homme, étant donné que j'ai un petit peu paniqué. J'avais plusieurs noms en tête, mais le fait de pas avoir vraiment repensé à tout le parcours de ces joueurs-là, j'avais Michael Bridges, j'avais aussi Aaron Nesmith, etc. Mais le fait de pas avoir vraiment pensé un petit peu plus en détail leur campagne auparavant m'ont fait pencher sur le côté affectif en choisissant Andrew Nembhard. Mais voilà, sinon non, ça s'est parfaitement déroulé. Et je pense qu'on est en mesure, Oscar, de dire que la prochaine draft, elle sera... on changera un petit peu de continent, puisqu'on ira sur l'Europe, c'est ça? Ouais, on va changer d'atmosphère, on va même changer peut-être de configuration de table. Fini peut-être le tête-à-tête, on vous en dira peut-être plus, on aura l'occasion d'en discuter. En tout cas, merci Enzo, c'était super cool c'est super cool cette draft, évidemment comme la première. On va revenir très très fort avec du contenu, de la vidéo, du podcast. N'hésitez pas évidemment à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Spotify, à la chaîne Deezer, et évidemment si vous avez des réactions, n'hésitez pas à commenter, à nous donner votre avis sur Twitter @larelèvebasket, on rappelle. En tout cas, c'était un plaisir et longue vie à la balle orange. À bientôt, ciao.